Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui au micro de Et qui fait, je suis seule pour te parler de sexualité et en particulier de mon parcours à travers la sexualité. Et cette idée m'est venue parce que le week-end dernier, j'ai parlé à une collègue à moi qui est entrepreneuse et que j'ai croisée dans un séminaire. Et on a parlé en fait de couple, de polyamour, etc. Parce que elle est dans une situation où son partenaire aimerait ouvrir leur couple au polyamour et qu'elle, ça l'insécurise pour plein de raisons. Et en lui parlant de mon histoire, de mon passage là-dedans, j'ai senti que ça avait débloqué des choses, que ça lui avait aussi ouvert de nouvelles voie de possible en taclant quelques croyances qu'elle avait. Et voilà. Et j'ai bien vu qu'en parlant de cette histoire, ça l'avait inspirée et permis de retrouver un petit peu d'énergie et de possibilités dans sa tête. Et donc, j'ai décidé de te partager une grande partie de mon histoire au sujet de mon parcours dans la sexualité, dans les relations humaines, etc. Si tu as écouté le précédent solo podcast, je parlais de valeurs. Et d'ailleurs, je voulais apporter une précision, c'est que je te parle tout le long de valeurs hautes, donc de valeurs intrinsèques essentielles. Et j'aimerais qu'on fasse une mini-distinction entre valeurs hautes, les choses vraiment intrinsèques à toi, qui sont reliées à toi, et puis les valeurs hautes du moment présent. Dans le sens où si demain, ta maison s'effondre ou ton appart s'effondre et que tu n'as plus de logement, je peux t'assurer qu'une de tes valeurs hautes du moment présent, ça va être de retrouver un logement et de retrouver de la sécurité. Et c'est pas forcément une valeur intrinsèque essentielle dans le sens où peut-être ça n'a pas été toujours un truc que tu suivais, que tu as suivi toute ta vie. Mais là, à ce moment-là de ta vie, ce sera important. Et quand tu remplis du coup la matrice de John de Martini que je t'ai donnée dans l'épisode précédent, il est fort à parier que ce soit en grande partie tes valeurs intrinsèques essentielles, mais que si en ce moment tu es en train de vivre quelque chose d'assez intense et que tu as besoin de remplir un vide, qui est temporaire, mais important, peut-être que du coup, certaines de tes valeurs intrinsèques essentielles seront aussi des valeurs juste du moment présent, dans le sens où, par exemple, tu as eu un gros souci, genre un gros accident de voiture, et puis en fait, tu étais en tort, et donc tu as une grosse somme d'argent à débourser pour X raisons. Peut-être que du coup, tu auras une valeur haute du moment présent de trouver beaucoup d'argent, de générer de la richesse rapidement. Et peut-être que c'est pas du tout une valeur haute par ailleurs d'habitude dans ton système. Voilà. Donc je voulais juste faire cette petite précision. Et c'est parti pour l'épisode. Ce que je t'expliquais dans le dernier sur le podcast, c'était que tes valeurs hautes sont issues de tes vides perçus. Et moi, dans ma vie actuelle, il y a clairement une valeur haute autour de la sexualité, que ce soit de comprendre comment kiffer sa vie sexuelle ou de transmettre cette compréhension à mes coachés et à mes clients. Et cette envie, cette valeur haute, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée parce que j'ai perçu dans mon enfance un vide au niveau de la sexualité, du corps, des émotions et du couple, de la relation de couple en général. Et le mot perçu est important parce que pas du tout un jugement que je porte à mon éducation, à mes parents. Voilà. Maman, si tu m'écoutes, tout va bien, tu m'as très bien éduquée. Mais en tout cas, à l'époque, quand ma mère m'a dit tu ne feras pas l'amour avant 18 ans parce qu'il faut que tu sois responsable de tes actes et de leurs conséquences. Et puis aussi le fait que eux, de par leur passé, de par leur expérience, de par leur enfance, c'était pas des sujets faciles à aborder. Du coup, on ne les a pas beaucoup abordés. En tout cas, moi, j'ai pas perçu qu'on pouvait les aborder facilement. Et du coup, j'ai perçu un gros vide là-dedans. Et ce vide, j'ai eu très, très, très envie de le remplir. Donc du coup, je l'ai rempli par plein de choses. Quand j'étais ado, j'ai découvert le porno et j'en ai beaucoup consommé, des podcasts érotiques. Ensuite, par la suite, quand j'étais adulte, j'ai eu des relations polyamoureuses, libertines. J'ai fait pas mal de pratiques. J'ai eu des pratiques à plusieurs, avec des femmes, avec des hommes, etc. Et le fil rouge de tout ça, c'était quand même... pourquoi j'ai besoin de plaire à autant de monde, pourquoi j'ai du désir pour les hommes et pour les femmes, pourquoi j'arrive pas à maintenir une relation sereine et enthousiasmante sexuellement, parce que je sentais que dès que finalement j'arrivais à un espèce de plateau de « Ah, ça y est, c'est bon, je suis sécure, c'est cool, c'est calme », ma libido s'effondrait. Et inversement, quand la libido était haute, que j'avais une sexualité vraiment feu, on va dire, ma relation était souvent assez chaotique et assez douloureuse par ailleurs sous d'autres aspects. Et puis du coup, il y a eu un moment dans ma vie d'adulte où j'ai entamé un processus de psychanalyse et de psychothérapie. Mais là, je spoil un peu. Ok, reprenons dans le bon ordre. Donc, jeune, je perçois un gros vide. Je le comble avec Internet, les forums, du porno après quand j'ai grandi. Et puis, j'ai un petit copain au collège. Et à l'époque, en fait, je me rappelle que lui, du coup, a une relation sexuelle avec une autre fille avant moi, alors qu'on s'était dit que on le ferait ensemble notre première fois. Et moi, c'est marrant parce qu'à l'époque, je suis hyper déçue, non pas qu'il m'ait trompée, mais qu'il me l'ait pas dit et que je l'ai appris par d'autres personnes. Donc à cette époque, je valorise plus le courage, l'authenticité, que la fidélité. Donc dans mon système, en tout cas, c'est plus logique que mon partenaire me dise la vérité et me dise pourquoi il fait les choses et me prévienne et m'explique plutôt que
il est une seule partenaire. Voilà, en tout cas, moi, ça me parle plus à cette époque-là. Et c'est un schéma qui se reproduit plusieurs fois. Plusieurs de mes chéris de l'époque font ça, c'est-à-dire me trompent, et puis je la prends par quelqu'un d'autre, et je suis très déçue de ça. Et puis quand je deviens, quand je suis plus grande, quand je suis en études de médecine, donc je sais pas, je dois avoir 19 ou 20 ans, j'ai mes premières expériences avec des femmes qui se passent pas très bien. Ma première copine, elle est pas outée, et quand ses parents l'apprennent, ils sont hyper en colère, ça se passe très mal avec eux. Et puis elle avait d'autres choses à régler, et donc ça se passait pas très bien avec elle non plus. Et après, la première femme avec qui je passe plusieurs années, avec qui on est à fond, super amoureuse, il y a un moment dans notre relation où je me sens étouffée, donc privée de liberté, parce qu'elle bosse beaucoup, et moi je kiffe ma vie étudiante, et elle est jalouse, et petit à petit je sens un espèce d'étau se refermer. Et moi, quand on me prive de ma liberté, je pète un plomb. Et à ce moment-là, du coup, je décide d'ouvrir le couple sans qu'elle soit OK. Et donc voilà, commencer à draguer une autre nana et à mettre en péril mon couple, tout simplement. Et tout ça finit par une rupture assez douloureuse et assez traumatique pour moi, où du coup j'ai plus accès à mon logement. Enfin voilà, c'est vraiment chaud patate, quoi. Et après cette relation, je me rends compte que j'ai beaucoup du mal à m'engager dans mes relations. Finalement, je finis dans un espèce de truc où je me dis, ouais, le polyamour c'est trop cool, je préfère vivre plusieurs amours avec plusieurs personnes, et je me sens amoureuse de plein de meufs et de plein de personnes en général. Et a posteriori, moi j'ai la perception d'avoir fait beaucoup de mal à ces personnes, à ces femmes, parce que elles étaient amoureuses de moi, et puis je les trompais, et puis elles souffrent, et après je culpabilise, et après je pars, je les quitte, et voilà, c'est triste à chaque fois. Et du coup, à ce moment-là, je me demande vraiment ce qui tourne pas rond chez moi. Je culpabilise à fond. Avec du coup mon avant-dernière compagne, j'entame un processus de psychanalyse pendant, je sais pas, à peu près 9 mois. Je comprends plein de choses sur comment je me suis construite, quel est le background familial de mes grands-parents, de mes parents. En verbalisant des choses à haute voix, je me dis « Oh waouh, ok, en fait, mes frères et sœurs ont aussi des modèles relationnels quand même atypiques. Mes parents ont eu des enfances atypiques. » Tout me semble du coup congruent. En tout cas, je capte un petit peu les schémas qui se sont mis en place, pourquoi on s'est construit comme ça, mes frères et sœurs et moi. Mais au bout de 8-9 mois de psychanalyse, c'est toujours pareil, quoi. Je trompe toujours ma copine, j'ai toujours envie de la tromper, je suis toujours amoureuse d'elle, j'arrive pas à la quitter, on n'arrive pas à se quitter. Et à ce moment-là, je décide de commencer un travail en psychothérapie psychocorporelle, donc qui passe beaucoup plus par le corps que par les mots. Ah oui, et entre-temps, je fais des séances de chamanisme qui me décollent le cerveau et qui me permettent quand même vraiment d'évoluer. Et là, je commence à avoir une petite différence dans mon quotidien, à savoir j'ai moins de compulsions au niveau sexuel, j'ai moins envie d'avoir plein de relations avec plein de personnes. Mais bon, dès que j'arrête pendant quelques temps, hop, ça reprend, les compulsions reviennent. Et donc là, je commence du coup ce travail en psychothérapie psychocorporelle. Je kiffe vraiment l'approche de cette thérapeute. Je sens qu'il y a plein de choses qui se décantent petit à petit. Je culpabilise moins de certaines choses, je me sens plus présente, moins dans la compulsion, donc c'est cool. Et à ce moment-là, ma compagne de l'époque a une super opportunité pro à l'île de la Réunion et souhaite qu'on parte de ma région natale, la Franche-Comté, où moi, du coup, j'ai un taf qui me plaît avec mon meilleur pote, j'ai mon réseau et tout ça. J'accepte par amour, mais du coup, avec le masque comme de la victime, je suis pas dans un bon mood. Je mets vraiment mes lunettes de la meuf qui a pas envie d'être bien. Et je vois tous les inconvénients à la Réunion. Il fait chaud, il y a des moustiques, le taf c'est chiant, j'aime pas les techniques de travail de mes collègues, j'aime pas l'endroit où je suis. Bref, je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça, mais tu sais, il y a vraiment ce modèle de Brooke Castillo qui est une coach qui dit les croyances, les pensées que tu as, ça va créer des émotions, un état d'énergie. Tu vas faire des actions qui vont ensuite donner un résultat. Et ce résultat va toujours valider tes pensées de base. Je te donne un exemple. Par exemple, si tu as décidé que telle personne était une personne conne et inintéressante, ton énergie va être dans la fermeture, tu vas pas vouloir lui parler, tu vas lui faire la gueule, voilà. Et donc forcément, tes actions, tu vas avoir un visage super fermé, tu vas être comme ça, les bras croisés, hyper chiant, quoi. Et le résultat, c'est que cette personne va absolument soit pas te parler, soit te parler de manière pas très open parce qu'elle va voir que t'es complètement fermé. Et tu vas donc valider ton idée préconçue que cette personne est conne et inintéressante. Et là, c'était pareil. J'avais vraiment cette croyance que j'allais pas me plaire à la Réunion. Et factuellement, voilà, sur le coup, en tout cas, je m'y suis pas plu. Alors qu'à posteriori, je me dis, ouais, mais quelle vie, quoi. J'ai été dans une île incroyable, j'ai fait des randos de malade mental, c'était fou, quoi. Mais bon, bref, sur le coup, j'avais pas envie que ça aille, et ça n'est pas allé. Et quand je suis arrivée là-bas, du coup, j'avais pu, on va dire, mon cercle de relations et de potentiels amoureux, amoureuses est resté en Franche-Comté. Et donc, oui, il n'y avait plus de problème de tromperie, d'envie de tromperie. Mais par contre, du coup, mon niveau de libido est descendu dans mes chaussettes. Et clairement, pendant 3-4 mois, c'était vraiment le désert sexuel dans mon couple. C'était vraiment compliqué, quoi. Et
Après, il y a eu le Covid, j'ai arrêté mon taf qui me plaisait plus de kiné, et du coup, ça m'a redonné une énergie vitale, donc ça, c'était cool. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré la nana avec qui je partage maintenant ma vie. Et à l'époque, je tombais en émoi de cette fille, ma compagne de l'époque aussi. Donc on a relationné à 3 au début, et puis quand elle est repartie, je me suis dit bon, ok, j'ai des sentiments, mais en même temps, elle habite à Bruxelles et moi à La Réunion, donc c'est impossible. Et en fait, cette rencontre, ça a été le catalyseur qui a fait que j'ai pris conscience aussi de tous ces problèmes dans mon couple, à savoir que bon, déjà, ma partenaire voulait un enfant, moi pas. Elle voulait qu'on se pose dans une maison, moi pas. Puis quand on s'est connus, j'étais dans une démarche polyamoureuse et elle pas du tout. Et donc, on s'est quittés pour un peu toutes ces raisons à la fois. Et puis en même temps aussi parce que j'étais quand même fort amoureuse du coup de la femme qui partage ma vie aujourd'hui. Et voilà. Et du coup, ça a été super dur comme rupture parce que comme d'hab, j'étais toujours très amoureuse. Et je pense qu'elle aussi était encore amoureuse. Et rupture vraiment merdique. Avec en plus, du coup, le fait de rentrer chacune de notre côté, puisque du coup, on rentrait en métropole et en même temps, on se quittait. Et il y a eu un second confinement qui a fait que j'ai confiné du coup chez ma compagne actuelle. Et mon ex-compagne l'a super mal pris. Ça a été vraiment un moment super complexe de ma vie, où j'ai énormément culpabilisé, j'ai eu honte. Et voilà, je suis passée pour la méchante. Et il y a une partie de moi qui était OK avec ça, parce que je voyais aussi que c'était plus simple pour mon ex-compagne d'accepter cette situation. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai fait donc 2 ans de psychothérapie et de psychanalyse pour essayer de rester avec cette personne, pour finalement absolument pas réussir à rester avec elle. Et a posteriori, je me dis qu'on s'est quand même pas mal fait souffrir, même si on a aussi beaucoup grandi de tout ça. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je vis avec ma compagne. On est clair sur nos limites, sur ce qu'on peut expérimenter ou non. Et moi, je cherche une intimité authentique, adaptable, nourrissante, et puis enthousiasmante, en tout cas de mon côté. Et voilà, les moments où on n'a pas envie de faire l'amour, on a plein d'autres moyens pour se connecter, que ce soit le toucher, le massage, prendre du temps ensemble. Voilà. Et tout ça, moi, j'ai vraiment réussi à l'atteindre du moment où j'ai réussi à dépolariser en fait toutes les croyances que j'avais, toutes les charges émotionnelles de mon passé, de mes relations passées, en mettant la lumière sur mes cicatrices, sur ce besoin de plaire que j'avais, qui était énorme et qui a pris beaucoup de place toute ma vie de jeune adulte. Il y a eu aussi tout un pan de réussir à aimer toutes les parts de moi, y compris les plus sauvages, les plus socialement plus discutables, apprendre à m'aimer, à aimer ce que j'ai, à défantasmer aussi toutes les situations que je désirais sans en mesurer les inconvénients. Tu vois, par exemple, je pensais moi que le polyamour c'était incroyable, que c'était le truc le plus stylé du monde, et puis quand j'ai cherché tous les inconvénients à ça, et pareil pour le libertinage, tu vois, tous les inconvénients au libertinage et tous les bénéfices à ne pas être dans une relation libertine, je me suis dit, ah oui, en fait, être libertin, c'est quand même une charge mentale de malade, que ce soit au niveau des MST, de l'organisation des plannings, de l'insécurité que ça procure aussi, parce que ça, j'en ai déjà parlé, mais tu vois, je suis persuadée qu'on peut pas avoir liberté et sécurité au même niveau. Ça veut dire que si tu veux te sentir complètement libre dans ton couple, donc libre de faire ce que tu veux, par exemple sexuellement, tu peux pas être aussi 100% sécure dans ta relation, parce que tu prends plus de risques sur le fait que ton partenaire ou ta partenaire, je sais pas, chope des maladies, tombe enceinte. Et t'as beau travailler sur tes croyances, travailler sur tes blessures, sur tes insécurités, il y a quand même cette probabilité qui est là. Et remettre de la lumière aussi sur tous les avantages que j'ai à vivre dans une relation plutôt exclusive de base, même si on s'autorise certaines choses, c'était hyper doux, quoi. Il y a vraiment un exercice, moi, qui a changé le game, c'était de voir ce que je juge le plus chez ma partenaire, et ensuite de voir où est-ce que moi, dans ma vie, j'exprime exactement la même chose. Tu vois, par exemple, si je juge que ma partenaire, elle est pas assez aventurière, pas assez audacieuse au niveau sexualité, où est-ce que moi, pareil, je suis pas du tout aventurière, je suis pas du tout audacieuse. Et ensuite, lister tous les moments où ma partenaire est super audacieuse et super aventurière dans sa vie, et capter qu'en fait, au même degré que je la juge d'une chose, je fais la même chose par ailleurs. Et elle peut être totalement l'inverse aussi dans plein de domaines de sa vie. Et ça m'a fait vachement de bien de capter ça, de voir à quel point c'était stylé ce qu'on avait, retrouver de la gratitude sur ce que j'ai déjà dans mon couple, et casser en fait l'illusion, le fantasme que autre chose ce sera mieux. Voilà, c'était des exercices hyper bénéfiques avec lesquels que j'ai fait en auto-coaching, mais après on aura pu en discuter avec ma copine et c'était trop bien. Et je te partage tout ça parce que en fait le chemin pour kiffer ma vie amoureuse et sexuelle, il a été super long, onéreux et douloureux. Je dis ça parce que, tu vois, pendant plus de 10 ans, si je compte, j'ai eu la sensation de faire énormément souffrir mes partenaires. J'ai payé 2 ans de psychanalyse, psychothérapie,
à raison d'une séance par semaine, ça chiffre vite et j'ose pas imaginer les gens qui font ça pendant 5, 10, 15, 20 ans. Je pense pas que j'ai eu un chemin super long, tu vois, parce que se sentir bien à un peu plus de 30 ans en soi, c'est cool, tu vois. Et je connais des gens qui racontent qu'ils ont jamais vécu une sexualité épanouie. Et moi, je suis persuadée qu'on peut atteindre un niveau d'épanouissement, d'enthousiasme et d'authenticité dans sa sexualité beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité. Je pense pas que le coaching soit la solution pour tout le monde et que tout le monde ait besoin de ça. Et je suis assez... moi, j'ai la croyance, en tout cas, qu'on peut tous évoluer à notre rythme à travers d'autres techniques, que ce soit de la psychothérapie, lire des livres, partager avec ses potes, parler, discuter, échanger. Et aussi une part de moi qui se dit, même si c'est pas nécessaire, ça peut être cool, des fois, de prendre des petits shortcuts et de pas galérer pendant 3 ans en psychothérapie en ayant l'impression de stagner. Même si c'est qu'une impression, on est bien d'accord. Et souvent, quand on stagne, il y a plein de bénéfices secondaires à pas détricoter cette problématique plus rapidement. Mais moi, la porte que j'aimerais t'ouvrir, c'est de te dire comment tu te sens là dans ta vie intime, dans ta vie de couple. Qu'est-ce que tu juges le plus chez ton ou ta partenaire? Quelle est la vision du couple que tu aimerais précisément, tu vois, spécifiquement? Qu'est-ce que tu aimerais dans ton couple, dans ton intimité? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Et après, tous ces rêves, toute cette vision, toutes ces illusions, réussir à dépolariser tout ça. Je sais pas, par exemple, si toi tu rêves d'aller en club libertin, quels sont tous les inconvénients d'aller en club? Quels sont tous les avantages à rester dans un couple, on va dire, plus exclusif, plus monogame? Si toi ton rêve c'est de faire un plan à 3, quels sont tous les inconvénients à faire un plan à 3 à court mais à long terme pour toi et ton ou ta partenaire, et pour tes autres partenaires aussi? Quels sont tous les avantages à rester dans ta situation actuelle sans faire un truc à 3? Si toi, ton rêve, c'est que ton ou ta partenaire soit super audacieux et te propose des scénarios super hot et tout, quels sont tous les inconvénients à ça, à court et à long terme pour toi et pour ton couple? Quels sont tous les avantages à ce que ton ou ta partenaire fasse des trucs plutôt tranquilles, quoi? Et si le sujet t'intéresse, si tu penses, tout comme moi, que le coaching pourrait vraiment accélérer la situation, te permettre d'atteindre une vision qui te semble plus cool, pourquoi attendre? Tu peux me contacter via le lien dans la description du podcast ou de YouTube si tu me regardes en vidéo. Et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Moi, la sexualité, ça a vraiment été le pilier, le truc qui m'a drivé, le truc qui a drivé mes choix géographiques de où je vais habiter, de quel métier je vais faire. C'est vraiment la chose qui m'a fait le plus de choix qu'on pourrait qualifier d'irrationnel, parce qu'en fait, je mettais pas de ratio, c'est bien, c'est pas bien. En fait, c'était aligné avec moi et c'était simple, quoi. C'était un choix évident. Ok, la femme de ma vie part à tel endroit. Ok, je la suis et c'était cool pour moi. C'était vraiment pas un choix réfléchi, ce qui peut paraître un peu chelou, mais voilà, c'était vraiment ce qui me drivait, quoi. Aujourd'hui, je pense que la sexualité, c'est moins quelque chose que je me suis sur un piédestal. Déjà parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant des années et puis que je vois aussi les inconvénients à prendre des décisions seulement avec en tête son couple et son intimité. Mais par contre, je pense vraiment que la sexualité et ma relation de couple a un énorme impact sur mon business, ce que je fais de ma vie en général, et mes autres relations, en fait. Je sais que quand ma vie de couple ou ma vie sexuelle sont pas épanouies, globalement, ma vie ne l'est pas. Et au même titre que d'ailleurs, quand je me fais chier dans mon job ou que je me sens impuissante parce que je génère pas d'argent ou parce que j'ai pas de résultats au niveau business, pareil, mon couple est vraiment très fragile dans ces moments-là parce que je me sens très impuissante, très incapable et c'est pas très sexy en général. Et je me sens pas, moi, j'ai pas d'élan de libido dans ces moments-là et je pense, en tout cas j'ai la croyance que je suis moins attirante aussi. Donc du coup, toujours pareil, je mets mes petites lunettes de la meuf qui a pas envie d'être attirante, je tire la gueule, je m'auto-infantilise, j'ai des réactions de gamine et a priori c'est quand même vraiment pas ce qui est le plus sexy. Et donc il y a une partie de moi qui est assez convaincue que la sexualité et le business, en tout cas dans mon référentiel et dans mon système, c'est les choses entre guillemets les plus importantes pour que je sois épanouie. Il y a des gens, ça va être la famille, les enfants, les potes. Dans mon système à moi, c'est les 2 choses les plus importantes pour que je me sente empouvoirée, puissante, badass et que voilà, j'ai les résultats que je souhaite avoir. Et donc si ça te parle aussi, welcome. J'ai vraiment hâte qu'on en discute et j'espère que ces questions vont faire tilt chez toi. Je t'en remets quelques-unes pour finir l'épisode. Qu'est-ce que tu juges le plus chez ton ou ta partenaire? Comment ces choses que tu juges, tu les exprimes au même degré dans ta vie, peut-être dans d'autres domaines, mais dans ta vie en général? Et puis, en quoi ton ou ta partenaire exprime l'exact opposé. Par exemple, si tu reproches à ton ou ta partenaire de ne pas être audacieuse en sexualité, dans quel domaine de ta vie, toi non plus, tu n'es pas du tout audacieux ou audacieuse? Et puis, dans quel domaine de vie ton ou ta partenaire est hyper audacieux ou audacieuse, hyper aventurière, hyper courageuse? Voilà, quelques petits exos à faire
pour kiffer. Et un autre exo cool, selon moi, c'est de lister tes fantasmes, les trucs que tu aimerais trop, tu vois, qui se passent dans ton couple, dans ta vie intime, et vraiment prendre le temps de dépolariser tout ça. C'est-à-dire lister précautionneusement tous les inconvénients à ce que cette situation arrive pour toi et ou ton partenaire à court mais à long terme. Et puis lister tous les avantages et les bénéfices de rester dans la situation dans laquelle tu es. Remettre un peu de gratitude dans ce que tu as. Enlever un peu cette illusion que le libertinage ou le polyamour, c'est la solution. Tu vois, c'est pas une meilleure solution que ce que tu as déjà. Ce sera pas une meilleure solution que l'exclusivité ou la monogamie. Toutes ces solutions ont des avantages et des inconvénients. Tu pourras faire un choix dénué d'ego et de peur seulement au moment où tu auras dépolarisé ça et que tu n'auras plus de la perception qu'une solution est plus hostile qu'une autre. Et à ce moment-là, tu pourras faire un choix du cœur et pas de la peur. Voilà, j'espère que ce podcast va t'inspirer, te donner des clés de compréhension. Si tu as envie d'aller plus loin, tu sais me contacter. Et si tu as des questions, tu peux me les poser sur Instagram à nadej.depriester et je serai ravie d'y répondre. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et fais ce qui te donne de l'énergie.